et vous accompagnez pour le moment des soignants mobilisés face au coronavirus, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous allons vous proposer des interviews d'experts, des conseils, des recommandations pour prendre soin des soignants. Si vous souhaitez rejoindre notre initiative bénévole sur Psy4Med, si vous voulez vous proposer d'accompagner des soignants bénévolement, vous pouvez nous rejoindre. Et puis, si vous souhaitez suivre les prochaines interviews qui seront diffusées sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. N'oubliez pas également d'activer les notifications. Et puis, ce que vous pouvez faire également, c'est vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous. Cela vous permettra d'être informé de nos prochaines vidéos, de recevoir également des articles et des fiches outils que nous allons continuer à publier dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bon visionnage et à bientôt! Bonjour à toutes et à tous, bonjour Evelyne Josse. On se retrouve aujourd'hui pour déjà une troisième capsule. Alors une capsule qui s'adresse en priorité à tous les psychologues qui accompagnent des soignants qui font actuellement face au Covid et qui sont inscrits sur la plateforme Psy4Med, mais aussi à tous les psychologues qui accompagnent des soignants de manière générale. Soyez les bienvenus. Alors j'ai le plaisir de réaccueillir encore une fois aujourd'hui Evelyne Josse. Alors Evelyne qui est psychologue, qui est formée à l'hypnothérapie ericksonienne, à l'EMDR, qui pratique la thérapie brève, qui exerce en libéral, mais également qui est chargée de cours à l'Université de Lorraine et qui est formatrice en psychotraumatologie, EMDR et hypnose dans des écoles privées et à l'université, et qui a également travaillé sur le terrain auprès de populations qui étaient dans des crises sanitaires, notamment pour des ONG comme MSF. Alors Evelyne, bonjour, merci de nous consacrer… Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Fanny. Bonjour, merci de nous consacrer encore un peu de ton temps aujourd'hui. Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel va être l'objet de cette troisième capsule de notre série? Donc, dans les premières, nous avons vu le flemme mode, le burn-in, le burn-out, la traumatisation secondaire, la traumatisation vicariante et la fatigue de compassion. Et nous allons maintenant parler du stress chronique, du stress cumulatif, et puis nous allons voir ce que ces stress ont comme effet sur notre vie. Alors, je vais partager mon écran. Oui, du coup, si je comprends bien, ce qu'on va surtout aborder aujourd'hui, c'est ce qui se passe pour les soignants actuellement qui sont mobilisés, donc qui sont sous stress, mais qui vont aussi être sous stress pendant une longue période, et donc le stress va potentiellement devenir chronique, si je comprends bien. C'est exactement ça, parce qu'effectivement, c'est une crise sanitaire qui risque de durer longtemps, et donc nous aurons certainement des stress chroniques et cumulatifs. Je vais voir comment je peux partager l'écran. Je n'y arrive plus. Alors, l'écran, il est partagé chez moi. Je vois ton écran, en tout cas. D'accord, c'est parfait. Ouais, ça fonctionne bien. Nickel. On te voit. Enfin, on Super. voit. Parfait. Alors, le stress chronique, en fait, c'est parfois des stress tout à fait mineurs. C'est-à-dire que pris en tant que tel, ce n'est pas bien important, ce n'est pas bien gênant, mais c'est la répétition qui va créer finalement la souffrance. Par exemple, pour les personnes qui travaillent avec le Covid, elles doivent porter des masques. On appelle les masques FFP2, qui sont des masques qu'on utilise dans les crises sanitaires où on a des risques épidémiques au niveau virus, au niveau bactéries. Et ce sont des masques qui ne sont pas très confortables. Hein. Quand on les met bien, donc quand ils sont bien portés, en fait, la respiration est assez malaisée, hein, ça gonfle, ça se dégonfle. Il y a une sorte d'odeur aussi qui n'est pas toujours très appréciée. Ça laisse des marques. Donc, franchement, ce n'est pas très agréable. Donc, pris comme ça, tout seul, porter quelques jours un masque, c'est pas très désagréable, mais le porter comme ça pendant des jours et des semaines, c'est autre chose. On a aussi des procédures d'habillage et de déshabillage qui sont importantes avec des protocoles très précis, notamment au niveau du déshabillage. Il ne faut pas faire d'erreurs parce que sinon on risque d'être en contact avec des produits contaminés.
Et donc, ces procédures déjà de s'habiller, de se déshabiller tout le temps, ce n'est pas toujours très confortable. Et en plus, il faut toujours avoir beaucoup de vigilance pour ne pas faire d'erreur. Donc ça, c'est prévisible, on sait que le lendemain, on va répéter ce genre d'opération. Et donc, c'est vraiment la répétition de tout ça. Alors, bien sûr, il y a tout ce qu'on vit au boulot et puis il y a tout ce qu'on vit à côté. Et les tensions familiales, je voudrais quand même en dire un petit mot parce qu'elles font partie du quotidien de nos soignants. En tout cas, malheureusement, pour de nombreux soignants. Alors, ces tensions familiales, c'est quoi? C'est se disputer pour les devoirs des enfants, hein, c'est compliqué le confinement de les faire travailler. Voilà, c'est toutes ces tensions qu'on peut avoir, mais c'est aussi toutes les tensions qui tournent autour du Covid lui-même, c'est-à-dire de la crainte de la contamination, soit du soignant lui-même qui craint de contaminer ses proches. Et donc, c'est une tension permanente pour cette personne qui souvent fait beaucoup d'efforts pour éviter la contamination, donc en termes de se déshabiller, de laisser ses vêtements dans la voiture ou à l'extérieur de l'appartement. Donc voilà, c'est toutes des petites choses qui au quotidien sont finalement empoisonnantes, ou alors c'est l'entourage qui craint d'être contaminé, et on va par exemple avoir des conflits qui vont se jouer dans la garde des enfants, hein, quand les couples sont divorcés, où un des parents n'est pas à risque enfin pas plus à risque que la population générale, les soignants le sont davantage, hein, au risque de contamination, et donc qui vont par exemple refuser la garde de l'enfant, et c'est toutes ces tensions aussi qui vont s'accumuler. Une crise familiale, ce n'est pas très grave. Une crise avec ses ados, ce n'est pas très grave. Une crise avec ses enfants, ce n'est pas très grave, mais cette accumulation, eh bien, c'est un stress chronique qui va finalement déboucher sur un stress cumulatif. Oui, c'est ça, c'est vraiment, j'allais dire, le verre qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit. Oui, on peut en fait le dire autrement. Quand tu vois ce verre, qu'est-ce que tu as envie de me dire par rapport à ça? Combien pèse-t-il à ton avis? Une réponse très rationnelle de ma part, ce serait de te dire le poids du verre plus le poids de l'eau qu'il y a dedans. Alors, combien pèse-t-il? C'est une réponse, oui. Alors, je dirais, si je devais estimer son poids, je pourrais dire 40 grammes. Je dirais D'accord. 15 grammes d'eau et 30 grammes de verre. Ok. Ben, en fait, moi, je vais te dire, c'est que si je porte ce verre, il fait peut-être ce que tu dis au départ, mais plus je vais le porter, plus ce verre va me sembler lourd, plus il va créer de tension dans mon bras, dans mon épaule, et ça va finir par devenir insupportable. Pourtant, le poids du verre en lui-même n'aura pas changé, le poids du liquide dedans non plus, donc le poids total n'aura pas changé, pourtant le poids total pour moi aura changé. Je dirais que c'est ça qui se passe avec ces petits stress du quotidien, c'est qu'en fait, voilà, c'est pas très lourd, mais comme on porte ces stress pendant des jours et des semaines, ça finit par devenir insupportable. Et la métaphore par rapport à la douleur que ça crée dans le bras, eh bien, c'est que ça crée aussi des douleurs psychiques, mais aussi des douleurs physiques, puisqu'effectivement, on peut finir par tomber malade de stress. On peut aussi donner la métaphore de la goutte d'eau. Et moi, j'aime beaucoup cette métaphore parce que certaines personnes pensent que si on craque, à un certain moment, c'est qu'on est faible. Et moi, j'aime bien cette idée de la goutte d'eau parce qu'en fait, ces stress répétés, eh bien, c'est comme cette petite goutte d'eau. En tant que telle, la goutte d'eau, elle ne représente rien. Mais comme elle tombe en permanence, elle finit par éroder la roche. Et elle arrive à éroder les roches les plus dures. Et donc, ça veut dire que on peut être très résistant, très dur, mais la répétition des stress fait qu'on va quand même être érodé par ça et qu'on va être atteint par ça. Ça me fait penser à une autre analogie dont on a discuté avec une de mes patientes encore récemment, qui est par exemple que donc l'épuisement et le burn-out, en fait, c'est aussi une maladie, on va dire, des cordes épaisses. C'est quelque part le fait que la corde va être élimée au fur et à mesure, par petites doses à chaque fois, qui va faire qu'à un moment donné, même les cordes les plus épaisses tendent à lâcher.
Et même que ce sont surtout les personnes qui ont des cordes épaisses qui sont capables de prendre beaucoup de stress, qui vont s'abîmer peut-être le plus fort parce que quelqu'un qui aurait une corde un peu moins épaisse aurait lâché plus tôt ou pris soin d'elle plus tôt, quoi. Donc c'est vraiment cet effet cumulatif dont tu parles qui peut être éreintant et abîmant, quoi. Et effectivement, les soignants parfois ne veulent pas prendre soin d'eux, du repos, hein, parce que effectivement leur équipe est en sous-effectif, qu'ils veulent pas mettre leurs collègues dans les problèmes, dans les difficultés. Et en fait, effectivement, quand il ne reste plus qu'un filin, la corde, elle tient toujours. Mmh. Mais au moment où ça casse, voilà, les gens sont à ce moment-là dans leur lit, ils parviennent plus à se lever. Mmh. Mmh. Donc, je pense qu'effectivement, comme c'est une crise qui va durer, c'est important vraiment de pousser les soignants à prendre soin d'eux, même quand l'équipe est en sous-effectif, par exemple, parce qu'effectivement, quand on pousse le bouchon trop loin, eh bien, à ce moment-là, on n'est plus capable de travailler, et pas seulement une demi-journée, une journée ou 2 journées, mais c'est parfois plusieurs semaines Ouais. d'arrêt maladie, hein. Oui, tu pointes aussi cette caractéristique finalement qui fait partie du package, on va dire, du profil qui est plutôt enclin à l'épuisement. C'est que ce sont aussi souvent des personnes qui sont plutôt empathiques, mais du coup qui vont, comme tu l'as pointé, avoir du mal à prendre soin d'elles-mêmes parce qu'elles vont se dire les conséquences pour moi, enfin pour mon équipe, si moi je prends un peu de repos, c'est que les autres vont en pâtir encore plus et du coup qui empêche parfois de se trouver suffisamment légitime de prendre soin de soi parce que ça va avoir des conséquences sur l'équipe. Mais au fur et à mesure, ça risque d'abîmer encore plus la corde et donc finalement de m'écrouler moi personnellement, quoi. Voilà, exactement. Et à ce moment-là, de mettre son équipe encore davantage en difficulté, parce que l'arrêt sera beaucoup plus long. Ouais. D'où, et là on revient à quelque chose qu'on a dit dans les capsules précédentes, c'est aussi parfois être un bon professionnel, c'est aussi parfois pouvoir s'arrêter pour recharger ses batteries. Moi, c'est ce que je dis souvent aussi à mes patients, c'est prendre soin de son outil pour pouvoir rester un bon professionnel dans le futur. Mais Exactement. on voit à quel point c'est compliqué de s'arrêter et de baisser les armes pour recharger les batteries. Enfin, c'est vraiment cette période de déni et puis d'ambivalence dans le rapport thérapeutique avec nos patients que s'autoriser à s'arrêter pour prendre soin de soi, c'est vraiment un moment difficile, un cap difficile à passer. Tout à fait. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Finalement, c'est une compétence professionnelle de connaître ses limites et d'apprendre à les respecter aussi Mhm. pour aller plus loin, Ouais. pour continuer plus longtemps. Et donc, je voudrais dire un petit mot du stress cumulatif. Bon, on met souvent stress chronique et stress cumulatif dans le même sac. Moi, je fais la différence parce que pour moi, le stress chronique, c'est souvent des petits stress, comme je dis, prévisibles, mais répétés. Le stress cumulatif, c'est parfois effectivement que du stress chronique, mais parfois aussi, c'est du stress chronique plus d'autres types de stress, comme par exemple de vivre des expériences extrêmement pénibles, on en a parlé dans les capsules précédentes, la mort des patients, la maladie de certains collègues, la charge émotionnelle des familles qui téléphonent, la peur d'être soi-même contaminé, la peur de contaminer son entourage, etc. Donc plus de l'ordre du burn-out, du stress, de la traumatisation secondaire ou de la traumatisation vicariante. Eh bien, tout ça va finalement s'accumuler. On peut dire que le stress est comme une calculatrice, il additionne tout et on paye finalement la note complète. Mhm. Oui, chaque petit ou gros stresseur vient vraiment taper dans le réservoir de manière plus ou moins importante, le réservoir d'énergie. Et du coup, bah oui, quand les stress s'accumulent, bah, le réservoir, il a tendance à se vider. Et quand le réservoir est au plus bas, bah, c'est là que j'imagine ta corde qui rompt intervient. Voilà, exactement. Et donc, en fonction du type de facteur qui va prédominer, bien, on va plutôt avoir un stress final, je dirais, global, qui va être plutôt de l'ordre du burn-out, de l'ordre de l'état de stress post-traumatique, de l'ordre du traumatisme secondaire ou de la fatigue de compassion, traumatisme vicariant, quoi. Mm. Et donc, c'est vraiment l'effet Et d'accumulation. c'est l'effet d'accumulation. Mhm. Alors,
On va maintenant voir quels sont les signes qui permettent de savoir quand une personne est en souffrance, même si elle ne le reconnaît pas à ce moment-là. Je suppose que tu connais l'allégorie de la grenouille, elle est assez connue. Je vais la rappeler pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc une grenouille, si on la plonge dans l'eau bouillante, elle va s'agiter très très fort et elle va tout faire pour sortir de la casserole. Mais si on met la grenouille dans une casserole d'eau froide est son élément naturel, et qu'on chauffe très très doucement de sorte que l'eau chauffe de façon quasi imperceptible, eh bien finalement, la grenouille va se laisser faire et elle va finir par mourir en étant cuite. Dans un premier temps, elle se sent bien, l'eau est plus tiède, mais comme ça peut être le cas en été, c'est assez agréable. Puis l'eau augmente encore un peu et en fait, ça commence à la désénergétiser. Elle perd de son énergie, donc elle est finalement assez inconfortable, mais elle n'a plus suffisamment d'énergie déjà que pour prendre la décision. C'est un petit peu comme si elle attendait de voir. L'eau continue à augmenter, elle est de plus en plus mal à l'aise, mais elle a de moins en moins d'énergie et donc elle a de moins en moins la capacité à sortir de cette situation inconfortable. Et donc, moi, ce que je voudrais maintenant, c'est de voir tous les facteurs qui peuvent nous alerter, parce que l'idée, évidemment, ça va être de faire tout ce qu'on peut pour diminuer le feu sous la casserole. Donc, tout ce qu'on pourra faire qui va diminuer la chaleur de cette eau va être important pour la personne. Aussi pour le thérapeute et pour le soignant lui-même, de pouvoir identifier qui ne va pas bien, parce que plus rapidement on peut se rendre compte qu'on ne va pas bien, au plus vite on peut aussi prendre des décisions et voir ce qu'il y a moyen de faire, et notamment, par exemple, de prendre rendez-vous avec un psychologue pour parler de tout ça. Ce que j'aime bien aussi dans cette allégorie de la grenouille, c'est que pour moi, elle pointe extrêmement bien en fait ce qui nous fait le plus défaut quand on a tendance à s'épuiser, qu'on est en train de se brûler mais qu'on n'en a pas conscience. C'est que ce qui nous manque à ce moment-là, c'est un thermomètre finalement pour prendre la température, de comment je vais moi. Mais comme tu le pointes, la grenouille n'a pas conscience qu'elle est en train de chauffer, de monter en température. Et donc, il y a vraiment, parce que j'ai pas de thermomètre, je me rends pas compte que l'eau chauffe. Et du coup, ça reporte le moment où je vais pouvoir agir. Et ce que tu pointes aussi, c'est vraiment que au plus je m'épuise, au moins j'ai les ressources pour pouvoir m'arrêter et prendre soin de moi. Et donc là, on voit vraiment à quel point la mécanique de l'épuisement et du burn-out est insidieuse, parce que au plus je me fatigue, au moins je suis en mesure de prendre soin de moi pour recharger mes batteries. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de se rendre compte pour se rendre compte aussi à quel point c'est important d'agir, peut-être même à un moment qu'on juge trop tôt que trop tard. Tout à fait. Je pense que tu résumes bien ce qui est mon propos par rapport aux soignants. C'est effectivement, je pense que au plus vite on peut se rendre compte, mais comme tu le dis, on n'a pas de thermomètre. C'est pour ça que j'avais déjà évoqué le body system dans une des capsules précédentes, c'est-à-dire de demander soit à un collègue, soit à un membre de l'entourage en qui on a confiance, de nous dire quand justement on peut remarquer un de ces symptômes. Alors, on n'a pas besoin d'être psy pour ça. Quand quelqu'un dans notre entourage change de caractère, qui nous semble plus fatigué, plus ronchon, plus agressif, plus mordant, plus susceptible, ou qui ne s'occupe plus de payer ses factures. Enfin, je veux dire, on peut remarquer qu'une personne ne va pas bien sans avoir fait psycho. Et donc, ce qui compte par contre, c'est quand on choisit son body, c'est que ce soit quelqu'un en qui on a vraiment confiance. C'est-à-dire qu'on ne va pas mal le prendre quand la personne nous dit que ça ne va pas. Parce que tu connais ce petit singe, celui qui fait ça et qui fait ça. Les soignants, parfois, ils ne veulent pas entendre quand on leur dit que ça ne va pas. Ils ne veulent pas voir que ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, ils ne veulent pas en parler. Donc, j'aurais aussi pu mettre les petits singes. Et donc, c'est quelqu'un qui finalement peut être aussi un peu nos oreilles
et nos yeux pour nous montrer que ça ne va pas, quoi. C'est important d'avoir un body system. Oui, et avec ce que tu pointes aussi, c'est de pouvoir bien choisir le buddy parce que on sait aussi que ça peut être compliqué d'avoir, quand on est dans une période où on est très mobilisé, quelqu'un qui vient dire je suis pas sûr que tu vas bien. Si je me donne moi comme injonction d'être au top tout le temps, avoir quelqu'un qui vient me donner ce feedback-là, qui vient pointer qu'en fait je vais peut-être pas si bien que ça, c'est peut-être pas facile de l'entendre et je vais peut-être m'opposer même parfois violemment à ce qu'on vient de pointer. Là, il y a peut-être péril en la demeure. Oui, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment que ce soit quelqu'un en qui on a confiance et que ce soit une espèce de contrat. C'est mieux quand c'est explicite, c'est-à-dire qu'on se demande l'un à l'autre, voilà, j'ai cette idée-là, est-ce que tu pourrais être quelque part mon miroir et est-ce que tu souhaites que je sois ton miroir? Parce qu'effectivement, c'est mais t'es agressive aujourd'hui. Mais non, je suis pas agressive. Hein. C'est-à-dire que voilà, on va pas reconnaître en finalement en prouvant que l'autre a raison. C'est pour ça que c'est vraiment important de choisir quelqu'un en qui on a confiance et de le demander explicitement, c'est-à-dire de le demander à un moment où même tout va bien. Hein. C'est-à-dire de prévoir pour l'avenir. Moi, j'aime bien aussi parfois l'idée, tu vois, que le buddy puisse s'appuyer sur un média, par exemple, sur un thermomètre ou une liste de symptômes potentiels, pas pour dire, bah, tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, que tu montres pour l'instant dans ton comportement, mais qui peut imprimer le document et dire, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses là-dedans qui ressemblent à ton mode de fonctionnement pour l'instant. Je ne veux pas intervenir plus que ça pour le moment. Je te laisse juste lire la liste des symptômes. Si tu t'y reconnais, on peut en parler ou tu peux faire des choses de ton côté, mais voilà, je te laisse avec ça, à toi de voir ce que tu veux en faire, mais pour éviter la confrontation et aussi que le soignant ou la personne qui se sent un peu plus en position de faiblesse ou qui prend conscience de certaines faiblesses puisse accueillir ça sans forcément se sentir mis en défaut, pris en défaut, parce que, bah oui, il y a une faiblesse qui est présente à ce moment-là et qui est OK, mais pas dans son système de valeurs à lui, quoi. Tout à fait. Alors, les manifestations, bien tu vois, elles peuvent se manifester au niveau professionnel, relationnel, émotionnel, comportemental et somatique. Autrement dit, finalement, dans tous les domaines de la vie. Et donc, je compare toujours le stress à la tache d'huile, c'est-à-dire que ça s'étend, ça démarre par exemple au boulot, mais après, ça s'étend dans tous les domaines de la vie. Alors, au niveau professionnel, on peut avoir une détérioration de l'efficacité professionnelle et bon, ce qui est en général un des premiers signes, c'est la difficulté de concentration. Les personnes ont plus de mal à comprendre les choses, à comprendre de nouvelles procédures, à se concentrer, elles peuvent le remarquer d'ailleurs dans leur vie privée, à se concentrer sur un film ou à se concentrer sur un livre. On a parlé de l'hyperactivité stérile lors de la dernière fois, hein, dans le burn-in notamment, c'est-à-dire qu'elles vont courir, elles vont aller en salle chercher quelque chose, puis elles vont aller vers la porte du patient, et puis là elles vont se dire ah mais non j'ai oublié quelque chose, elles vont retourner, tu vois, c'est beaucoup de pas pour rire. Oui, par exemple, j'imagine aussi une infirmière qui doit faire le dosage d'une perfusion. Si elle se rend compte qu'elle doit retourner 4 fois la prescription pour être sûre qu'elle a mis le bon dosage, ça peut, alors que ce n'est pas dans ses habitudes, ça peut être un marqueur peut-être d'une difficulté de concentration ou peut-être, oui, tu disais aussi l'hyperactivité, courir dans tous les sens, ne plus se sentir efficace parce qu'on court partout et finalement on n'arrive pas forcément au résultat attendu. Oui. Alors, la rigidité dans le mode de pensée, la résistance au changement, bon, on est dans un contexte où les changements sont permanents, on change tout le temps de protocole, que ce soit les habillages, les déshabillages, comment on porte un masque, qui le porte quand, que ce soit les médicaments, qui est accepté aux soins intensifs, qui ne l'est pas, ça change tout le temps. Et à un moment, on n'en peut plus des changements, hein. C'est trop pour soi et ça nous met dans des états de stress, d'énervement aussi. Donc, on voudrait tout garder en l'état. C'est déjà assez compliqué comme ça, sans en rajouter. C'est un petit peu l'état dans lequel sont les personnes à ce moment-là. On a aussi une perte d'objectivité quant à ses propres performances. Je pense qu'on en avait déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire qu'on soit les autres, ils y arrivent, moi j'y arrive pas, donc moi je suis nulle, les autres sont bien, ou alors au contraire, les autres font des erreurs, les autres ne sont pas rationnels, ils pensent pas à tout, alors que moi oui. Donc c'est souvent surévalorisation ou dévalorisation.
Alors, si j'ai mis le petit bonhomme là avec tous ces papiers qui débordent, parce que ça peut être aussi des choses dans la vie de tous les jours. On a déjà tellement donné au boulot qu'en fait, on n'en peut plus pour tout ce qui est le reste. Et notamment au niveau administratif, où on laisse aller les choses, où on est en retard de paiement. Donc, ça peut être des petits signes d'appel. Parce qu'en fait, c'est une façon de prendre soin de soi, hein, de prendre soin de sa santé financière et bon, payer ses factures, ne pas avoir des rappels et tout ça, ça fait partie de sa santé financière. Ben, on laisse tout ça un petit peu tomber. Je trouve ça intéressant parce que là, tu donnes vraiment des exemples très concrets qui peuvent être des marqueurs, qui peuvent devenir des signaux d'alerte au travers duquel on peut s'analyser soi-même. Hein. Quand tu parles de toutes ces questions-là, je suis en train de faire un check interne de tiens, comment je vais en ce moment. Et je trouve ça très parlant aussi que tu puisses venir avec des exemples très, très concrets. Alors bien sûr, c'est toujours par rapport à qui on est avant. L'habitude. Je veux dire, si on est toujours systématiquement en retard de paiement, ça n'est pas un signal. Mais si tu es toujours à jour, ce sont des choses qui dénotent par rapport au fonctionnement habituel. Si tu as l'habitude d'attendre qu'il y ait 3 mannes de linge pour faire ton repassage, ok. Si tu n'as pas l'habitude de ça, c'est un signe. C'est le laisser aller dans la propreté aussi de l'appartement, par exemple, du domicile. Voilà, ce sont toutes des petites choses au niveau sanitaire pour soi-même. Évidemment, les soignants sont tout le temps en train de devoir se laver pour des raisons de contamination. Mais donc, ça va plus se manifester dans voilà, l'appartement, le qu'on ne range plus, par exemple, la vaisselle qui traîne dans l'évier pendant 2 jours. Ça doit faire alerter. Je suis en train de penser du coup à tous les proches des soignants qui les auront peut-être en visioconférence et qui vont regarder l'environnement derrière le soignant pour voir si l'appartement est encore OK ou pas, s'ils doivent s'inquiéter ou pas pour leurs proches soignants. Alors, c'est vrai que les soignants sont fatigués, surtout quand voilà, on est plus dans des pics épidémiques et qu'on n'a pas voilà, la possibilité de prendre ses congés, etc., de façon comme on le souhaiterait. Mais voilà, il y a quand même, je dirais, des limites acceptables. Et puis, en fait, on se sent tellement débordé. Si les personnes se sentent débordées partout, si cuire un œuf, on est débordé, bah, c'est sûr qu'il y a quand même de quoi se dire que la personne, effectivement, est en stress dépassé. Donc, finalement, on en revient à ce que je disais, mais ici, au niveau émotionnel, c'est tout ce qui est inhabituel par rapport à la personne. Hein, souvent, ça se manifeste par l'irritabilité, la susceptibilité, la personne qui prend vite tout mal, qui agresse, qui mord le nez, propension aux larmes aussi. À un moment, les gens n'en peuvent plus et pleurent. Méfiance, attitude négative, le pessimisme. Si tu veux, c'est un petit peu comme si on avait des lunettes normales et puis là, on met des lunettes noires et on voit tout en noir. C'est ça. Et quand quelque chose ne va pas, on ne saucissonne pas notre vie en différents secteurs. Nous sommes une et même personne. Et donc, ben, ça a tendance, évidemment, si on se sent négatif au boulot, à transparaître aussi à la maison. Alors, je ne sais pas si tu as déjà parlé si on a déjà parlé du retrait empathique. Si tu veux, on a 2 pôles. On a à la fois d'un côté le retrait empathique et de l'autre côté, on a un investissement empathique incontrôlé. C'est 2 faces de la médaille et qui sont vraiment typiques des soignants. Le retrait empathique, on en a un peu parlé avec le burn-out et la déshumanisation, la froideur, le cynisme. Je ne sais pas si j'avais parlé de John Wayne. Hein, John Wayne, c'est le cow-boy qui traverse toutes les situations les plus dangereuses avec les autres cow-boys, avec les Indiens. De façon, il est impassible. Comme si ça ne lui faisait rien. Pardon? Oui, c'est ça, impassible. C'est le Robocop des voilà. cow-boys.
c'est ça. Et donc, on peut dire que le retrait empathique, bah, c'est un peu le syndrome de John Wayne. Hein, mais en fait, à l'intérieur, il se passe des choses. C'est-à-dire que c'est une forme de souffrance, c'est une forme de mise à distance de l'autre, comme on ne peut pas le fuir géographiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quitter l'hôpital et rentrer chez soi et en disant, bon, ben, je rentrerai à l'hôpital, retourner travailler quand le Covid sera terminé. On est obligé d'y être, donc on va prendre une sorte de distance émotionnelle. Aujourd'hui, on pourrait peut-être parler de Dr House, hein, du syndrome du Dr House, qui est aussi quelqu'un qui peut vivre les situations les plus terribles sans craquer, mais aussi avec cette sorte d'impassibilité et de froideur. Donc, on va parfois avoir des personnes qui vont avoir du cynisme. C'est assez fréquent. Hein, les soignants connaissent bien ça dans les services où il y a beaucoup de décès. C'est une façon, voilà, l'humour, c'est une façon de sortir, d'être toujours dans l'horreur et dans la tristesse. Mais quand ça devient déplacé, quand ça commence à choquer les collègues, là, on peut se dire que ça ne va plus. Le sexisme, le racisme, l'intolérance, en fait, qui sont toutes des positions extrêmes. Mais ça, c'est une façon de mettre l'autre à distance. Oui, c'est une forme de rigidification aussi, si je comprends. Voilà, c'est une rigidification. On tombe presque dans les stéréotypes souvent à ce moment-là, parce qu'en fait, plus on est en danger, plus on se sent menacé, et plus notre éventail au niveau de nos concepts se restreignent et deviennent de plus en plus stéréotypés. Oui, c'est ça, seulement stéréotypiques. Oui, tout à fait. Donc, on peut aussi avoir des formes d'agressivité par rapport aux patients, tu vois, des sortes d'impatience. Oh, encore elle, c'est la troisième fois qu'elle appelle aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a encore? Donc, voilà, c'est cette forme-là qui est vraiment, il faut le voir comme un mécanisme de protection, même si évidemment c'est très difficile à vivre pour les patients aussi, hein, et c'est difficile aussi à vivre pour le personnel qui, évidemment, comme il a choisi ce métier pour être dans l'aide. Et à l'inverse, on a quelque chose qui est aussi un signe de souffrance, c'est cet investissement empathique incontrôlé. C'est-à-dire que on voudrait être la mère qui prend en charge, tu vois, la mater et vouloir prendre sous son aile tous les patients. C'est un petit peu comme le pélican là, qui va chercher toutes ses réserves. Alors, c'est tout à fait faux, hein, le pélican ne fait que régurgiter, mais on a dit pendant tout un moment qu'en fait, il donnait son propre intérieur à ses enfants quand il n'avait plus rien à donner. Donc, cette image hein, où on donne, mais que ce don dépasse ce qu'on peut donner réellement par rapport à sa propre sécurité émotionnelle, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle l'oblativité. Hein. On donne plus que ce qu'on devrait par rapport à soi-même. Donc, ce n'est pas une question de qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire, c'est par rapport à ses propres limites. On dépasse ses limites et donc on est aussi très souvent préoccupé par les patients quand on rentre à la maison, on continue à y penser, on commence à leurs difficultés, éventuellement on leur apporte des petites choses de chez soi qui peuvent faire plaisir. Voilà, ça c'est l'inverse, mais c'est tout aussi problématique que le retrait empathique. Oui, du coup, ici, si je comprends bien, c'est vraiment je dois m'inquiéter pour moi ou pour un de mes collègues si j'observe un comportement qui, soit si je rentre vraiment dans la caricature, peut tendre vers le cynisme ou le détachement total vers Dr House alors qu'il ne fonctionnait pas comme ça en ligne de base, ou qui tend plutôt vers un mode Mère Teresa sauveur à 200%. Oui. Alors on appelle ça le syndrome de la Magna Mater, hein, donc de la grande-mère, oui. Alors que ce n'est pas le fonctionnement habituel de cette personne, ce n'est pas mon mode de fonctionnement habituel, quoi. Si je repère ça… Alors, c'est déjà un petit peu mon mode, mais là, c'est extrême, beaucoup quoi. trop intensifié, quoi. Ouais, ouais. Et alors, on a aussi le syndrome de Jéhovah qui fait aussi partie de cet investissement empathique incontrôlé, c'est-à-dire que c'est un peu se prendre, entre guillemets, pour Dieu, où on va tout résoudre, quoi. Hein. C'est-à-dire que moi, je peux faire pour ce patient mieux que mes collègues.
c'est aussi une forme d'empathie incontrôlée où on s'investit aussi trop, mais là, avec moi, je suis meilleure que les autres. Et donc, je peux mieux faire pour ce patient. Je vais lui faire moins mal quand je le lave, ou je vais le faire moins mal quand je le pique, ou tu vois, ce type de choses. Oui, du coup, là, l'image qui me vient, c'est vraiment poussez-vous, c'est moi qui vais pouvoir faire et prendre soin mieux que tout le monde, quoi. Voilà. Dr House, Mère Teresa, ou poussez-vous, c'est moi qui pourrais mieux faire. C'est intéressant. Alors, de quoi voulais-tu nous parler après? Mais toujours au niveau relationnel, c'est qu'on va avoir souvent une modification, donc soit des demandes émotionnelles, alors ici, bon, par visioconférence pour l'entourage qui ne vit pas sous le même toit, ou avec la famille qui vit sous le même toit, ou avec les collègues, c'est-à-dire plus de demandes émotionnelles. Le besoin d'être écouté, le besoin de s'épancher, le besoin de parler, qui est un besoin tout à fait normal et légitime, sauf qu'au-delà sur certaines doses, on fatigue tout le monde et que là, on peut se dire que la demande est disproportionnée peut-être par rapport à ce qu'on estime que la personne vit. Et donc, ça veut dire que là, il y a une souffrance. Ça peut être le contraire. L'autre pôle, c'est l'évitement. On n'a pas envie de parler, on rentre le soir, le conjoint demande comment ça va, oh, j'ai pas envie d'en parler, laisse-moi tranquille, on parle d'autre chose. Donc, c'est une espèce de repli sur soi. On n'a pas envie, oh non, les amis, moi, j'ai pas le temps, je suis crevée. Donc, oui, effectivement, on peut être fatigué, mais réserver quand même des moments de détente est extrêmement important. Ça fait partie de diminuer un petit peu le feu sous la casserole. Et est-ce que si j'avais une vision très stéréotypée du monde, je pourrais faire l'hypothèse que on aurait plus de femmes qui seraient dans l'amplification des demandes émotionnelles et plus d'hommes qui seraient dans l'évitement des relations. Est-ce que tu sais s'il y a des données là-dessus, si ça a du sens de penser comme ça, ou si non, en fait, on peut très bien avoir les deux types de réactions chez les deux sexes? Bien sûr, on peut avoir les deux types de réactions chez les deux sexes, mais effectivement, je pense que les réactions sont genrées. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est mieux que l'autre ou qu'il y a un qui en souffre pas et que l'autre souffre. C'est simplement des mécanismes différents. Donc souvent, effectivement, les femmes sont plus à parler de leurs émotions, alors que les hommes sont plus dans l'action. Bon, nous, les femmes, on se voit avec parfois juste pour papoter, ou on va prendre un petit prétexte d'aller faire des courses ou d'aller au restaurant. Les hommes, ils vont faire ensemble plus de choses, c'est-à-dire que leurs amis, ils vont parler, mais ils vont aussi faire du sport ensemble. Donc c'est comme ça. Je pense que ça n'a rien de. Je suis un peu provocante intentionnellement en posant la question, hein, parce que je pense qu'on peut effectivement avoir tous les types de réactions et je pense qu'on pourrait très bien avoir des femmes qui auraient plutôt tendance à se murer dans le silence et des hommes qui vont aller chercher du soutien et du support émotionnel, qui reste aussi, je pense, un mécanisme de défense ou plutôt une recherche, une manière de réguler ses émotions qui est plutôt fonctionnelle. Mais ici, c'est ce que tu pointes, c'est vraiment quand c'est de l'amplification ou que ça peut devenir trop. Là, c'est peut-être un marqueur qu'il y a une souffrance sous-jacente qui est importante, quoi. Tout à fait. Donc voilà, moi je pense aussi que c'est pas non plus gravé dans le marbre qu'on réagit comme ça ou comme ça. C'est vrai, on le voit dans d'autres types de souffrances comme les deuils par exemple, où on a effectivement plus souvent des hommes qui vont être dans l'action, des femmes qui vont être dans l'expression de leurs émotions, même si effectivement ça peut être complètement l'inverse dans un couple par exemple. Mais effectivement, ça, ce n'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Ce qui est embêtant, c'est quand on a une amplification d'un mécanisme qui soit le repli ou qui soit l'expansion. Et là, à ce moment-là, oui, c'est un signe de souffrance. On est toujours du coup dans le thermomètre dont on parlait tout à l'heure, prendre conscience de comment je vais, où en sont mes ressources énergétiques, comment est-ce que je supporte le stress, est-ce que je suis encore flexible ou bien est-ce que je réagis de manière du coup trop.
Voilà, le trop ou le pas assez doit nous inquiéter. C'est-à-dire, c'est comme si on sortait d'une fenêtre qui est notre fenêtre habituelle de fonctionnement. Donc, évidemment, une fenêtre, c'est pas juste un fil. On a des variations dans notre fonctionnement, on a des variations dans une certaine fenêtre. Et quand on n'a plus ces réactions ou qu'on a ces réactions amplifiées, je pense que ça doit nous alerter. Alors la modification, donc au niveau émotionnel, c'est beaucoup la vision du monde qui peut se transformer. On a vu ça notamment avec la traumatisation vicariante, hein, les attitudes négatives envers soi, envers son conjoint, envers ses enfants, envers ses ados. Alors voilà, je prends les ados parce que c'est pas toujours facile avec les ados, et là, ça va être un petit peu comme des paratonnerres aussi. Hein, quand il y a de l'orage dans l'air, l'orage il va tomber sur les paratonnerres. Donc, ce qui est déjà fragile au départ, si on en veut déjà à son conjoint pour certains comportements, si on en veut à ses enfants pour certaines attitudes par rapport à la scolarité, par rapport à comment ils dépensent leur argent, etc., ben c'est sûr que ça risque de renforcer la vision négative qu'on a de notre entourage, parce que cette négativité qu'on a en soi, ce noir, hein, ces lunettes noires, ben, ça va d'autant plus se marquer sur les points qui sont déjà compliqués pour nous. Donc aussi, évidemment, des conflits entre collègues, ceux qu'on n'aimait pas beaucoup, ben, ça peut s'accentuer. Alors, dans un premier temps, on a un mouvement de solidarité. Hein. Ça, on le voit aussi au niveau de la population générale, on peut le voir au niveau des soignants, mais ça ne dure pas. On le sait, c'est comme ça dans toutes les crises, hein, c'était comme ça avec le terrorisme aussi, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a beaucoup de solidarité, ça a tendance à lisser les conflits, mais dans un second temps, avec le temps qui passe, ça va plutôt avoir tendance à exacerber. Ouais, finalement, celle-là, elle n'a quand même pas changé. Hein. Et donc, du coup, voilà, la mauvaise humeur par rapport à un collègue qui s'était apaisé un moment peut retrouver un regain dans un second temps. Les troubles de l'humeur, oui. Juste par rapport à ça, est-ce que j'imaginais un soignant qui est déjà très sollicité au travail, qui tire sur la corde, qui commence à fatiguer, qui rentre à la maison et qui, avec son conjoint ou sa conjointe, a des tensions. Est-ce que ça veut dire que s'il y avait déjà des tensions antérieurement, elles peuvent se cristalliser ici, mais peut-être même du coup engendrer des réflexions quant à l'avenir du couple ou quelque chose comme ça. On imagine du coup une crise de couple majeure dans un contexte de travail qui est déjà extrême. Donc, on voit là les deux pôles qui sont à l'extrême. Pour éviter ce type d'extrême, est-ce que ça veut dire qu'on peut presque proposer aux soignants de se dire, OK, il peut y avoir, par exemple, des difficultés dans le couple qui étaient déjà là antérieurement, peut-être qu'elles sont encore plus difficiles maintenant, mais c'est peut-être pas le moment maintenant pour vous poser des questions sur le couple. Peut-être que c'est un effet quelque part d'accumulation des deux facteurs privés et professionnels qui font que le couple vous apparaît aussi noir pour le moment. Est-ce que vous pourriez envisager, par exemple, de différer ces questions relatives au couple à un peu plus tard, quand la crise sera passée, la crise sanitaire sera passée? Est-ce qu'on peut envisager ça, ou bien ça n'a pas beaucoup de sens? Ah si, ça a beaucoup de sens. Alors, on sait, on a vu en Chine, le nombre de divorces explose après le confinement. Donc, je pense que toutes les situations externes au couple qui viennent compliquer le couple, que ce soit le confinement ou que ce soit le stress au boulot qu'on ramène à la maison, c'est sûr que ça va faire des dégâts dans certaines familles. Ceci dit, je pense que pour tout, il faut essayer d'aider les personnes à postposer les décisions importantes. Hein, je pense que le stress ne nous fait pas prendre des bonnes décisions. Quand c'est comme ça, moi je demande aux gens, est-ce que c'est votre peur, est-ce que c'est votre stress, est-ce que c'est votre chagrin qui décide, ou vos angoisses qui décident, ou est-ce que c'est vous? Donc, parce que je prends par exemple le deuil, il y a des gens qui veulent déménager après un deuil d'un conjoint parce que la maison rappelle trop le conjoint. Mais dans ces cas-là, moi je leur dis, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre chagrin qui décide, hein? Donc, je prends cette métaphore un petit peu sur le côté du Covid, mais pour montrer que c'est dans toutes les situations où on est dans des émotions importantes, on ne voit pas les choses avec la subjectivité
qui est la nôtre habituellement. Et donc, je sais pas moi, si tu en es devant une rue bruyante, si tu es stressé par le boulot parce que tu es soignant dans une unité Covid, tu peux trouver ça insupportable et vouloir déménager. Et donc prendre des décisions à l'emporte-pièce. Donc moi, tout ce qui est décision, grande décision, je demande effectivement aux personnes de postposer après la crise, que la crise n'est pas une bonne conseillère. Et c'est ce qui arrive souvent aussi, hein. Parfois, moi, je vois arriver dans mon cabinet des personnes qui sont en réflexion par rapport à une réorientation professionnelle. Et puis, parfois, quand on gratte le pourquoi il y a cette envie de réorientation, en fait, on se rend compte qu'il y a un épuisement qui est enquisté, qui est sous-jacent et qui engendre cette remise en question complète de la personnalité, de la manière de fonctionner, de ce qu'on veut faire de son avenir professionnel. Et alors, parfois, le travail, c'est vraiment d'abord d'essayer de faire ressortir l'épuisement, de pouvoir le reconnaître comme tel, de l'apaiser, de le soigner, et après, de réfléchir à une réorientation. Est-ce qu'elle est toujours nécessaire ou pas? Mais quelque part, de pouvoir travailler les choses dans l'ordre et de phaser ou de différer les prises de décision, mais en ayant reconstitué ses stocks d'énergie et ses ressources pour pouvoir percevoir peut-être avec plus de finesse ses émotions hors période de crise, quoi. Tout à fait. Je pense que c'est vrai pour effectivement les réorientations professionnelles qui risquent de se poser aussi pour certains soignants, pour le couple, pour les déménagements. Voilà. Tout ce qui nous énerve nous énervera plus. Tout ce qui nous chagrine et nous rend triste nous rendra plus triste. Quand on va mal, c'est comme ça. Il faut d'abord retrouver ces lunettes habituelles avec lesquelles on voit la vie pour prendre les décisions qui conviennent. Alors, les troubles d'humeur, on en a déjà parlé, hein, c'est variations importantes de l'humeur, sensibilité exagérée, crise de larmes, de colère, état dépressif ou angoisse. Dans cette petite capsule-ci, c'est aussi finalement résumer toutes les difficultés que les personnes manifestent. Et donc, on retrouve effectivement des choses qu'on a déjà dites. Au niveau comportemental, tu as pas mal de gens dans les soignants déjà actuellement qui, même s'ils ne veulent pas en parler ou même s'ils disent que c'est normal par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre ou qu'ils ne demandent pas une aide par rapport à ça, mais on a déjà des troubles du sommeil, notamment aussi par rapport aux angoisses, hein, de la contamination par exemple. Et donc ça travaille, et ce qui fait que les personnes ont des difficultés d'endormissement, donc d'insomnie en début de nuit. Ils ont aussi souvent des sommeils agités avec aussi des cauchemars. J'en ai parlé dans la traumatisation secondaire, où ils s'imaginent à la place du patient, où ils s'imaginent eux-mêmes malades. Des réveils nocturnes, donc en pleine nuit, ou des réveils précoces vers 4-5 heures du matin. Donc ça, ce sont... alors, si évidemment la personne est insomniaque depuis longtemps, on a ça aussi chez certains soignants parce que justement à cause de, parfois ils font les nuits, parfois ils font la journée, etc. Ça peut avoir une influence effectivement sur le sommeil et après un certain temps, avoir des conséquences sur le sommeil. Alors, les troubles de l'appétit, on a plus tendance d'avoir plutôt des troubles boulimie ou anorexie, parce qu'on peut aussi avoir d'autres types de troubles de l'appétit, mais c'est surtout comme ça que ça va se marquer. Alors, boulimie, c'est pas nécessairement au sens, je dirais plutôt d'hyperphagie, de grignotage, plutôt du grignotage anxieux, hein, on va avoir ça. Et alors, des personnes, on ne peut pas réellement non plus parler de véritable anorexie, mais de personnes qui vont avoir des difficultés à manger, à s'alimenter. Ne pas penser à s'alimenter ou ne pas avoir faim, quoi, ne pas ressentir le besoin de la faim. Voilà, c'est ça. Alors, la tendance à recourir à des substances psychoactives, on en a parlé déjà, hein, on rentre le soir, un verre, 2 verres, les médicaments psychotropes, et je pense en particulier aux somnifères, et bon, surtout chez les plus jeunes, et on a quand même beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui sont jeunes, de drogues comme de l'herbe, etc., qui les aident à se relaxer, à s'endormir, et donc il n'est pas nécessairement un usage festif, hein, mais qui est plutôt un usage d'automédication pour se relaxer, se calmer. Oui, je crois que tu ne cites pas ici la cigarette dans les substances psychoactives ou dans les comportements de consommation. J'imagine aussi potentiellement l'augmentation de la consommation de cigarettes. Oui.
qui peut être lié avec du stress ou le besoin aussi d'aller prendre l'air, de sortir, de faire quelque chose. J'imagine que Oui, ça alors peut aussi. effectivement, oui, Ouais. j'aurais dû effectivement le mettre, hein. En fait, oui, on a souvent une augmentation évidemment de la consommation de cigarettes qui peut d'ailleurs aussi avoir un impact sur le sommeil, hein, puisque c'est un excitant, la nicotine, donc aussi avec des troubles, le cœur qui bat plus vite, des tachycardies, etc. Parce que la consommation, effectivement, peut quand même s'accélérer. C'est plus compliqué à l'hôpital, puisqu'évidemment, à l'hôpital, c'est interdit de fumer, donc ça va être plutôt quand on rentre à la maison. Euh, en fait, ce qu'on voit souvent, c'est que les personnes vont manifester des troubles entre leurs deux vies. Alors, ils ont leur vie professionnelle, et puis il y a une espèce de sas entre les Ouais. deux. Et bon, après, ils passent dans leur vie privée. Et ce moment-là, où on passe d'une vie à l'autre, c'est parfois ces moments où on va trouver la prise d'alcool, où on rentre, on se jette sur un verre d'alcool, ou on se jette sur un joint, ou on se jette à corps perdu sur une cigarette, puis on fume plusieurs cigarettes l'une après l'autre. Et alors, les crises de boulimie. Là, on peut réellement avoir chez certaines personnes qui sont boulimiques la crise de boulimie à ce moment où elles changent, euh, où elles sont dans cet entre-deux-vie, quoi. Oui, tout à fait. Et je pensais aussi du coup au café, qui est peut-être le psychotrope le plus, le plus soft possible. Et alors, je pense notamment aussi beaucoup chez les jeunes, le Red Bull, le Nalou, toutes ces boissons énergisantes qui peuvent être consommées quand on a un petit coup de mou, on se dit ok, bah, je vais prendre ça et ça va me donner un coup de boost, mais aussi où on peut voir chez certains des consommations qui peuvent devenir effrayantes, 3, 5 boissons de ce type-là dans une journée, avec les effets physiologiques qui peuvent s'en suivre. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi je crois vraiment un indicateur qu'on peut garder à l'esprit. Tiens, combien j'en ai acheté cette semaine? Combien de fois je suis allée à la machine à café cette semaine? Combien de paquets de cigarettes j'ai acheté cette semaine? Pour s'observer, quoi. Toujours avec le thermomètre intérieur et les warnings allumés. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Mm. Alors, les comportements à risque, donc ça, on voit effectivement chaque fois qu'une personne va mal, il y a plus de risques de conduite dangereuse. Alors, c'est pas nécessairement des conduites hyper dangereuses, mais c'est par exemple de conduire plus rapidement ou de façon plus sèche, de s'énerver d'ailleurs davantage sur les autres automobilistes et donc d'être plus provocateur aussi dans son comportement, par exemple sur la route. Sur la route, c'est quelque chose qui se voit assez facilement, hein. Donc, bien sûr, ça peut se manifester dans d'autres contextes, ces conduites un petit peu dangereuses, mais on va surtout le voir. Voilà, c'est bien qu'on dépasse un peu les bornes, mais on y va quand même. Voilà, ça peut être aussi un indicateur. Et ici, je pense, quand tu dis ça, donc ici, il y a les comportements à risque, par exemple la conduite dangereuse, mais moi, je vois beaucoup aussi chez mes patients, quand ils ont tendance à s'épuiser très fortement, ils rapportent soit des accidents, des petits accrochages avec leur voiture ou à vélo, soit, et j'en ai déjà eu malheureusement plusieurs, des gens qui ont eu des accidents à vélo ou en voiture, parce que quand on s'épuise, les capacités attentionnelles et cognitives, on l'a dit, Voilà, commencent à plonger à ce moment-là. Et du coup, on est moins réactif aussi pour se protéger oui, quand il y a un risque d'accident. Et donc, je pense que ça aussi, ça peut être vraiment un marqueur et un indicateur, un warning qui tout à s'allume, fait. quoi. Ça, effectivement, on voit aussi chaque fois quand les personnes vont pas bien, comme elles sont beaucoup plus inattentives, il y a beaucoup plus d'accidents, aussi d'accidents domestiques, hein, de personnes qui se brûlent avec de l'eau bouillante, qui tombent dans les escaliers. Enfin, je veux dire, parce qu'effectivement, c'est comme si la mémoire de travail était tellement surchargée de plein de choses qu'en fait, il n'y a plus moyen d'être vraiment attentif à ce qu'on fait et à l'environnement. Donc, on n'a plus, comme tu disais, les capacités cognitive et attentionnelle pour faire attention à son environnement. Mhm. Alors au niveau somatique, on en a parlé, c'est la fatigue qui résiste au repos qu'on appelle l'asthénie. Et puis des petits problèmes de santé, c'est pas grave, c'est un petit peu d'hypertension artérielle, pas nécessairement très importante. Des douleurs comme par exemple des dorsalgies, des douleurs dans le dos, dans les épaules,
ou dans les ici au niveau du cou, les trapèzes, des migraines, des céphalées de tension, des troubles gastro-intestinaux, parfois aussi malheureusement ça va un peu plus loin comme les ulcères à l'estomac, des crises d'asthme plus répétées. Donc c'est pas très grave, mais ça montre que ça chipote. On peut aussi, comme on est sous stress, avoir une immunité un petit peu diminuée, et donc aussi avoir plus de petits problèmes comme des rhumes, choper un petit peu tout ce qui traîne. Et là, je trouve que tu pointes vraiment un des problèmes majeurs aussi de la fatigue de nos soignants dans un contexte où on espère que leur immunité fonctionne le mieux possible pour pouvoir lutter s'ils sont infectés par le virus. Donc, quelque part, nos soignants ont intérêt à bien prendre soin d'eux pour que leur immunité fonctionne le mieux possible. Tout à fait. Et donc, bien sûr, ils ne peuvent pas faire attention à tout. Donc, il y a des stress qu'on ne peut pas éliminer, comme certains stress au travail. Donc, dans ces cas-là, il faut trouver des moyens de contrebalancer ces stress, donc des moyens de se détendre. Et puis, tout ce qui peut être réduit comme stress, c'est vraiment voir comment on peut résoudre voilà, les difficultés au quotidien. Il y en a qu'on peut résoudre, et puis celles qu'on ne peut pas résoudre, voir comment on peut restaurer son équilibre psychique avec déjà un bon équilibre alimentaire, un bon équilibre au niveau du sommeil, des périodes de détente, des périodes de repos suffisantes. Si on peut aller se promener ou faire un peu de vélo, enfin tout ce que le confinement permet encore, c'est d'avoir une petite activité physique. On sait que c'est très très important. Ouais, c'est vrai que quand tu le dis comme ça, pour moi, ça me fait vraiment penser à si on voit c'est comme si on était tous dotés d'un réservoir d'énergie et donc l'épuisement, il arrive quand il y a plus d'énergie qui sort du réservoir que d'énergie qui y rentre. Et donc tu dis, c'est limiter les sorties d'énergie, faire un peu le tri dans les choses qui me pompent de l'énergie. Et si au travail, je suis très mobilisée, est-ce qu'éventuellement, il y a certaines choses que je peux ne pas faire à la maison ou ne pas me demander pour arrêter de trop vider mon réservoir, mais aussi comment est-ce que je peux le remplir. Et moi, je suis souvent étonnée quand j'en discute avec mes patients, c'est que certaines personnes ne savent pas du tout comment remplir leur réservoir, sont parfois complètement déconnectés de ce qui leur fait du bien. Alors, c'est peut-être encore plus vrai quand on est épuisé, puisqu'on est parfois déconnecté de soi et même de son propre corps. Hein. Il y a presque une dissociation parfois entre la tête et le physique. Et tu l'as dit, du coup, dans la dernière capsule, tu avais parlé du buddy, de l'accompagnant, enfin de l'ami qui peut rappeler quelles sont les choses qui font du bien, qui nous faisaient du bien antérieurement, comment est-ce qu'on peut recharger nos batteries, parce que je crois qu'on ne doit pas oublier que certaines personnes en sont complètement déconnectées. Effectivement, on se déconnecte complètement de ce qui nous fait du bien. Comme j'ai dit toujours, on va faire de la méditation, on va faire attention à ce qu'on mange, on va faire du sport quand on va bien. Dès qu'on va mal, on fait des longueurs de canapé en mangeant n'importe quoi devant la télé. Donc, effectivement, c'est aussi nous en tant que psy, quand on a les soignants, c'est donc le buddy, mais aussi nous en tant que psy, c'est demander à la personne qu'est-ce qui lui faisait du bien avant. Alors, parfois, c'est toujours possible aujourd'hui, dans la situation actuelle. Parfois, ce sont des choses qu'on ne peut plus faire parce qu'effectivement, il y a le confinement, mais qu'on peut parfois moduler pour avoir quelque chose d'un petit peu similaire et qui fait du bien. Donc, on doit aussi permettre aux personnes de renouer avec ce qui leur faisait du bien avant. Et effectivement, le buddy, c'est aussi quelque chose qui peut être extrêmement utile. Et parfois aussi, moi, ce qui m'arrive de proposer à mes patients, c'est vraiment de réfléchir en termes de besoins, au sens physiologique et psychologique du terme. Quels sont mes besoins pour l'instant qui sont très fortement contrariés? Et donc, c'est clair qu'au niveau physique, ça peut être l'alimentation, le sommeil. Et puis, au niveau psychologique aussi, parfois, il y a des besoins qui sont très fortement contrariés, quoi. Le besoin, par exemple, j'imagine ici avec le travail et le confinement, le besoin de filiation, de se sentir appartenir à un groupe plus grand, enfin de se sentir appartenir à un groupe. Des besoins aussi comme de la reconnaissance aussi, si on travaille à flux tendu et qu'on n'a plus aucun échange avec son patron ou avec ses collègues, ou qu'à la maison on se retrouve seul, mais peut-être que d'être en lien avec d'autres va permettre aussi de nourrir ces besoins-là. Alors, ça dépend des ressources cognitives qui sont encore là. Proposer une liste de besoins et s'y retrouver, c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui est complètement
brûlé. Mais pour un psychologue, je trouve que ça peut être intéressant d'avoir une liste comme celle-là à proposer, soit directement la proposer dans les mains du patient, soit de pouvoir énoncer certains besoins pour demander si ça fait écho chez le soignant ou chez la personne qu'on a en face de soi, quoi. Oui, moi, je conseille souvent la roue des émotions et des besoins, qui permettent aussi de voir quand j'ai telle émotion. Souvent, c'est un besoin qui n'est pas satisfait. Quel est ce type de besoin? Je pense à un besoin aussi qui peut ne pas être satisfait dans la situation actuelle, c'est le besoin de sens, d'avoir un sens à ce qu'on fait. Et comme, par exemple, au niveau humain, ça peut être extrêmement contrarié puisque les personnes n'ont pas le temps de s'occuper des patients. Donc, en dehors des actes techniques, elles ont peu le temps de prendre soin des patients au sens psy du terme, de les accompagner, d'être présentes, de pouvoir papoter, de rester juste un petit peu dans la chambre. Et donc, parfois, c'est aussi la perte de sens par rapport à qu'est-ce que je fais. Tous ces gens, de toute façon, en plus, ils meurent, on n'a pas de médicaments. En plus, les gens font n'importe quoi dans la rue, ils ne respectent pas le confinement. Et puis bientôt, ça va être le déconfinement. On va voir des excès aussi de certaines personnes qui auront été trop en souffrance du confinement et qui vont un petit peu faire n'importe quoi. Et c'est très compliqué pour les soignants de voir ça. Ça les met très, très en colère. Et donc, mais à quoi ça sert que je fasse tout ça, que moi, je me lève à pas d'heure, que je dorme pas, que je sois crevée alors que les gens ne font pas attention. Donc, il y a une perte de sens aussi par rapport au travail qui peut être source de souffrance à un besoin qui n'est pas satisfait comme il l'est habituellement. Alors, comme j'ai déjà dit, on est dans un contexte social en plus difficile dans les hôpitaux, ce qui fait que c'était pas toujours déjà respecté au niveau de ces besoins-là, d'avoir l'impression qu'on est respecté, que ça a du sens ce qu'on fait, que ça a de la valeur ce qu'on fait. Donc, comment tu travailles ça justement pour le moment avec un soignant qui aurait ce discours-là, j'ai l'impression que mon boulot sert à rien, ou bien ça m'agace de voir tous ces gens qui respectent pas les mesures à l'extérieur. Comment tu pourrais le travailler avec un soignant? mais je lui demanderais quels sont les moments où il pense autrement, parce que souvent c'est dans des pics de colère que les gens pensent ça, et c'est souvent beaucoup plus ambivalent, c'est pas tout le monde est mauvais, donc et mon boulot ne sert jamais à rien. Ils vont pouvoir te trouver en fait qu'avec telle personne, ils ont fait telle chose ou ils ont dit telle chose que ça l'a apaisé, ou que ils ont pu faire, par exemple, intervenir auprès de la chef infirmière pour que une personne supplémentaire puisse venir voir le malade et que c'était très important pour lui, ou qu'ils ont pu faire les démarches par rapport à un notaire pour un testament, et donc que la personne a pu partir soulagée d'avoir fait ses papiers, voilà. Donc je pense que c'est ne pas prendre comme quelque chose de monolithique ce que les personnes nous disent, et donc c'est leur demander aussi qu'est-ce qui avait du sens avant la crise, pourquoi ça a peut-être perdu un peu de sens, comment ils imaginent que les choses seront après cette crise. Et donc ça veut dire que non seulement quand on pose les questions comme ça remet dans la temporalité une particularité du travail, et même dans cette temporalité-là, c'est leur demander des moments où justement ils se sont sentis utiles, voilà, humains, et donc où ça avait du sens ce qu'ils ont fait. Et donc, du coup, ça devient beaucoup moins monolithique. Et alors, ils se rendent beaucoup plus compte, effectivement, que c'est quelque chose de passager, d'extrêmement désagréable. Et c'est de les rattacher finalement aussi, mais qu'est-ce qui vous a fait choisir ce métier? Est-ce que vous vous rappelez le jour où vous avez décidé que vous seriez infirmière ou que vous seriez médecin? Parce qu'en fait, là, tu les rattaches aussi quelque part à leur mission de vie, en tout cas. C'est ça, oui. Celles qui se sont choisies. Et donc, tu les rattaches, entre guillemets, à une sorte d'histoire d'amour, quoi. Quand tu leur demandes qu'est-ce qu'il faut, fait qu'ils ont choisi ce métier-là, tu les ramènes au cœur des choses importantes par rapport au métier, même si aujourd'hui, effectivement, c'est une période plus compliquée. Ce que je trouve extrêmement intéressant aussi dans ce que tu dis ici, c'est que finalement, tu dis que quand il y a perte de sens, ce à quoi on peut se raccrocher, ce sont des moments où on se sent utile. Donc, tu opposes, du coup,
perte de sens avec sentiment d'utilité, qui est un peu l'antidote à la perte de sens. Et alors, si je comprends bien, tu dis, ben, maintenant, dans quel type de moment maintenant est-ce que vous vous sentez utile? Et puis aller chercher dans le passé et dans les perspectives futures, qu'est-ce qui avait du sens et dans quoi est-ce que j'aurais envie de m'investir dans le futur pour vraiment raccrocher cette question du sens, même si pour le moment, ponctuellement, il peut y avoir des moments où j'ai l'impression que rien n'a de sens, quoi. C'est la métaphore du pont. Tu as les piquets du pont qui sont dans le passé, tu en as déjà qui sont dans le futur, et là tu passes cette période-là, ce tablier sur lequel tu passes du pont, et tu te raccroches en fait à ce qui est ancré dans le passé, et tu t'accroches à ce que tu as déjà quelque part, même si tu n'y as jamais pensé. Formellement, notre rôle en tant que thérapeute, c'est de mettre des mots là-dessus et donc de permettre aux gens de réaliser qu'ils ont déjà ces morceaux de pont, ces ancrages, quoi, du coup. Ces ancrages de l'autre côté qui fait qu'ils vont pouvoir passer cette période. Je trouve ça très intéressant, du coup, que tu puisses pointer aussi des moyens très concrets d'accompagner les soignants qui peuvent être, par exemple, ici en rupture de sens. Je pense que tu as aussi l'envie de nous partager d'autres types d'outils qui peuvent être utiles pour les soignants. Je pense que tu voulais notamment nous proposer des exercices d'auto-hypnose pour les soignants et on verra ça dans une prochaine capsule. Ces exercices d'auto-hypnose, a priori, tu les vois utiles, pourquoi? Est-ce que c'est pour remplir le réservoir d'énergie? Est-ce que c'est pour s'apaiser dans des moments où c'est plus compliqué? Tu le vois à quel C'est niveau? plus pour s'apaiser dans les moments plus compliqués, c'est revenir au présent parce que les gens sont dans leur tête à ce moment-là, dans les films catastrophes qu'ils se font, dans leurs problèmes, dans leurs soucis. Et en fait, c'est le petit vélo qui tourne dans la tête, c'est un petit peu pour arrêter ça et pour revenir dans le moment présent et aussi dans le corps, parce qu'avec cette petite technique d'auto-hypnose, on doit aussi citer des choses qu'on ressent dans son corps et comme tu le disais, effectivement, dans les moments d'angoisse et de stress, on se dissocie de son corps, donc on perd cet ancrage dans son corps, donc c'est davantage pour cela. Ça peut aussi servir d'ailleurs pour les patients. Voilà, donc je pense que c'est plus pour ça. Et alors, tu nous as proposé aussi 2 autres capsules qui sont là plus en lien avec le trauma. On en avait déjà parlé un petit peu dans une capsule précédente, mais là, tu vas nous parler spécifiquement de la mémoire traumatique et de ses caractéristiques qui vont impliquer aussi comment est-ce qu'on peut on peut prendre ça en charge en tant que psy pour accompagner des soignants qui auraient vécu des épisodes difficiles. Et puis, tu vas nous parler aussi dans une autre capsule spécifiquement de la technique de l'EMDR et des liens du coup avec le traumatisme et cette mémoire traumatique. C'est correct si je le formule comme ça? Oui, oui, grosso modo, oui, c'est correct. Tu peux affiner, hein. Tu peux affiner si tu veux. Bon, on affinera dans les capsules, hein, je pense. Eh ben donc, suivez-nous. Donc pour terminer au niveau somatique, c'est aussi des personnes qui vont avoir des petits problèmes de santé qu'elles avaient déjà auparavant, mais elles vont se plaindre de façon excessive par rapport à ça. Voilà, je voulais terminer là-dessus, mais quand même dire que sur le long terme, le stress a des effets connus, hein, notamment au niveau cardiaque, cardiovasculaire, au niveau du diabète. Donc c'est sûr que les gens qui sont déjà stressés depuis longtemps, c'est d'ailleurs ceux qui le seront davantage aujourd'hui, hein. Forcément, les gens qui sont déjà stressés de façon, je dirais, plus naturelle, vont l'être encore davantage maintenant. Donc, il y a quand même des warnings, des signaux d'alarme auxquels on doit faire attention, nous, comme aidants, hein, comme psy, mais effectivement aussi ce système de buddy pour éviter qu'on arrive à des problèmes de santé qui deviennent à ce moment-là majeurs. Risque de cancer aussi augmente avec le stress. Alors heureusement, c'est pas avec un stress chronique qui dure 2 mois qu'on va créer des maladies. Hein. C'est souvent des stress qui ont duré, qui ont été chroniques sur 6 mois, 1 an et demi. Et ici, on est au niveau professionnel, donc il y a quand même quelque part toujours des espèces de portes de sortie dans la tête des personnes. Je veux dire par là que
C'est pas la même chose, par exemple, si on vit un stress traumatique parce qu'on vient de se faire violer, ou là on est dans un stress aigu permanent pendant une longue période, surtout s'il y a par exemple beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'auditions, etc. Et donc ces stress sont très très intenses, de façon très violente sur le long terme. Ici, il faudrait beaucoup plus de temps pour en arriver à des maladies, mais je crois que les personnes qui sont déjà anxieuses à la base, elles auraient tout intérêt à se tourner vers un thérapeute. Oui, oui, c'est voilà ça. Ce que je voulais dire. Ce que tu pointais, du coup, si j'en reviens à l'image de la grenouille tout à l'heure, c'est pouvoir prendre conscience que là, je suis trop stretchée. Moi, j'ai envie de dire que je tire trop dans mes ressources, dans mes réserves, qu'elles sont en train de s'épuiser, que mon niveau de stress est trop important, qu'il y a des marqueurs de ce niveau de stress et que là, il serait temps d'intervenir pour rééquilibrer un peu la balance, si je comprends bien. Voilà. Et d'avoir quelqu'un qui va nous donner justement aussi des tuyaux, des techniques, qui va être là pour nous écouter, et donc pour vider un petit peu son sac, enfin un petit peu toutes ces choses qui fait qu'on va se sentir soutenu et peut-être aussi avoir effectivement des solutions aussi, ou en tout cas des pistes de solutions pour résoudre certaines difficultés, certains stress. Eh bien, Evelyne, merci beaucoup pour ce nouveau partage. Merci à toi. Aujourd'hui. Et en ce qui me concerne, du coup, je suis ravie de te retrouver pour ces prochaines capsules que j'ai évoquées il y a quelques instants. Merci beaucoup. Prends bien soin de toi. Merci et à bientôt. À bientôt. Vous avez apprécié l'interview que vous venez d'écouter, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir des notifications lorsque les prochaines vidéos seront disponibles. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous pour recevoir nos prochains articles, nos prochaines fiches outils que nous continuerons à publier dans les prochaines semaines. Et puis si vous êtes psy et que vous acceptez d'accorder quelques heures de votre temps pour soutenir bénévolement des soignants qui sont mobilisés actuellement face au coronavirus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur www.psyformed.com. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt.